Salut, moi c'est Giaco et ça, c'est pas un appareil photo. Nous sommes le 13 avril, jour précédent le renvoi de tout le matériel à Blackmagic, et j'avais à la base l'intention de faire une vidéo présentant cette caméra sous tous ses angles comme un objet classique. Mais de tous les outils qui m'ont été prêtés par Blackmagic, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K a été le produit qui a fait le plus de différence dans mon flux de travail et de production habituel des vidéos. Celle-ci a eu un impact de poids sur mon confort de post-production et de tournage, un impact mémorable, et ça, je pense que ça mérite un changement d'angle. Voilà. Changement d'angle, je vous avais dit. Avant de vous présenter l'objet en lui-même, je vous propose de faire une petite mise en situation pour comprendre la douleur que sont mes tournages habituellement. Et avant d'entamer cette comparaison, un petit message au FC premier degré, je suis bien évidemment conscient que la comparaison de ces deux solutions n'est absolument pas équitable. Je ne peux pas comparer une caméra que j'ai payée 400 € avec 3 objectifs d'occasion à une caméra qui coûte 1409. Mais c'est là l'intérêt, c'est justement de comparer deux solutions techniques que j'ai utilisées et exploitées et les appréciations et ressentis que j'ai eu en passant de l'une à l'autre. Merci, bonne vidéo. Je suis depuis l'ouverture de ma chaîne utilisateur d'un Canon EOS M2 qui tourne à l'heure actuelle ses plans. Celui-ci dispose du même capteur et processeur d'image que les Canon EOS 100D, 550D, 700D, etc. C'est un capteur au format APS-C, celui-ci d'une résolution photo de 18 mégapixels tourne en fait des vidéos en 1736 par 976. Ça ne s'invente pas, extrapolé en 1080p et capable d'avoir une netteté absolument pitoyable. Vous noterez également un bruit sur l'image absolument magnifique des ISO 400 et la caméra pond des fichiers au format MOV H264 8 bits 420 qui sont pas très beaux et avec une latitude de colorimétrie absolument ridicule en post-production. Et comme si ça suffisait pas, celui-ci a une sortie HDMI, mini HDMI, donc pas solide, dégueulasse, d'une résolution de 1620 par 910 entrelacés, ça aussi ça s'invente pas, avec une qualité d'image aussi nette que les comptes de Patrick Balkany. Et en plus, hors modification, vous aurez le droit à de magnifiques informations d'enregistrement et de mise au point en surimpression. Celui-ci est l'évolution du M, et pas pour rien car il rajoute une magnifique fonctionnalité Wi-Fi à la con. En effet, celle-ci fonctionne uniquement en prise de photo, est lente comme y a pas, et ne fonctionne pas en mode vidéo, et en plus désactive la sortie HDMI. Également, de par la volonté de Canon de ne pas classer cet appareil comme caméscope histoire de ne pas payer une taxe européenne, celui-ci crée et s'éteint au bout de 30 minutes de fichier et d'enregistrement. Cela veut donc dire qu'en stream, vous aurez le droit à une belle extinction de caméra au bout de 30 minutes, vous forçant à rallumer l'appareil. Pour continuer dans l'alimentation, celui-ci n'a pas de port d'alimentation, vous serez donc obligé d'utiliser des coupleurs d'essai, des espèces de fausses batteries qui se mettent dans la trappe batterie originale de l'appareil et auquel vous connectez un joli petit connecteur d'essai. Poursuivons dans la connectique avec, à côté de cette magnifique prise mini HDMI, une entrée mini jack qui a une qualité sonore relativement déplorable avec des préamplis que vous pouvez totalement oublier. Et pour couronner le tout, la carte SD est dans la même trappe que la batterie, vous forçant donc à enlever votre griffe de fixation de trépied pour récupérer vos fichiers. Heureusement, il existe un moyen de rattraper ce désastre. Ou presque. En effet, vous pourrez trouver sur internet la modification de micro-logiciel Magic Lantern qui permet l'enregistrement en RAW 14 bits de fichiers vidéo, à pleine résolution, c'est-à-dire l'entre 720 et 1080 bizarre si jamais votre carte SD est overclockée, et le nettoyage de la sortie HDMI, attention, en 1620 par 1080 sans surimpression. C'est toujours dégueulasse, mais au moins vous n'avez pas de petit texte dessus. La sortie HDMI reste donc, comme cité précédemment, cependant très peu détaillée, et les fichiers RAW sont au format MLV, qui, comme vous pourrez l'entendre, ne sonne pas familier du tout, et c'est la même impression que vous aurez du côté de tous les logiciels de montage qui ne le reconnaissent pas, nécessitant donc transcodage via un logiciel comme MLV App, et ça se fait en quasi temps réel. Par conséquent, pour 30 minutes de fichier, vous serez à 30 minutes ou 40 minutes de transcodage. Et comme si ça suffisait pas, le son est pas synchrone, ça vous demande donc d'enregistrer avec un ordinateur et de faire le clap, et c'est même pas synchrone avec le son interne à la caméra. À l'aide! Le résultat côté post-production, c'est des longs temps de transcodage avant montage, et un manque total de repères de colorimétrie de par le fait que cette caméra n'a été mappée par absolument personne, des images parfois corrompues et une dérive de synchronisation image-son demandant énormément de temps de rattrapage également. Côté stream, c'est une caméra avec le look grand capteur côté profondeur de champ, mais pas côté définition. On est plus sur le look cassette VHS. Et en plus, avec un peu de chance, vous aurez le droit à des frises au bout de 30-40 minutes de la caméra, nécessitant redémarrage. Et j'ai oublié de mentionner les super coupures HDMI de par la prise mini HDMI de merde. A contrario, la BMPCC, c'est ça.
Une caméra 100% conçue pour la vidéo, un boîtier de belle taille, ergonomique, avec 2 tonnes de boutons et un écran tactile 5 pouces, à contrario de l'EOS M2 qui lui a un tout petit boîtier mal fait pour mes gros doigts avec son écran 3 pouces ridicule. Un excellent capteur micro 4 tiers Panasonic, le même que celui utilisé dans le GH5S, des résolutions allant jusqu'à de la 4K 60 17/9. Et de par l'héritage du GH5S, une montée en ISO ultra propre, avec des ISO natifs à 400 et 3200 et une montée possible jusqu'à 25600 qui est stupidement propre. La caméra produit des fichiers au format propriétaire BIRAW de Blackmagic, qui est un RAW compressé sur 12 bits, reconnu notamment par Resolve, Edius, Premiere Pro, etc. nativement, ou alors sur la palette de format ProRes 422, HQ, LT et Proxy. La commande des réglages de la caméra se fait via Bluetooth, à noter que l'utilisation de celle-ci fonctionne en vidéo et n'interrompt pas le tournage. Elle peut tourner H24, il n'y a pas d'extinction piège, et elle dispose d'un connecteur d'alimentation séparé de la batterie, qui sont d'ailleurs des batteries au format Canon LP E6. Côté connectique, niveau entrée micro, vous disposerez d'une entrée mini jack 3.5 mm stéréo et mini XLR, avec un préampli super clean et la possibilité d'activer une alimentation 48 volts, une sortie casque en jack 3.5 mm et une sortie HDMI pleine taille, un connecteur USB type C pour mettre à jour la caméra, et enfin le stockage des fichiers se fera sur carte SD, CFast 2.0 ou SSD externe via le connecteur USB type C. A noter que la trappe est sur le côté de la caméra et n'est pas reliée à la trappe de la batterie, c'est bien. Et en plus, comme si ça suffisait pas, celle-ci est fournie avec une licence gratuite DaVinci Resolve Studio. Le résultat côté tournage, c'est un confort et une assurance que l'image sera de qualité, le son synchrone et que le fichier sera lisible. Le résultat côté post-production, ça sera une exploitation instantanée, pas besoin de transcodage, une lecture optimisée et une image propre avec une bonne latitude colorimétrique. Côté stream, c'est une caméra avec le look grand capteur, même si la profondeur de champ est un peu inférieure à ce que vous retrouverez sur un capteur APS-C, mais la résolution et la quantité de détails, elle, sera à la hauteur d'une caméra de ce genre. Et bien évidemment, aucun souci de mise en veille, de dysfonctionnement et de crash de la caméra, d'extinction automatique, ou de problèmes liés au port qui dysfonctionne. Les petits plus que j'ai appréciés, c'est les 3 boutons programmables sur le haut de la caméra qui permettront de mapper des fonctions personnalisées, la possibilité de passer la vitesse d'obturation en angle au lieu de fraction, comme ça devrait l'être. Le firmware installé sur cette caméra, le Blackmagic OS, est particulièrement brillant, avec une super organisation des fonctionnalités qui sont faciles d'accès et l'appréhension générale est top. On a ce dont on a besoin où on en a besoin. On notera notamment une gestion des overlays qui est géniale et pro, avec la possibilité de marquer des crop marks, des zébras, d'avoir un focus picking, des fausses couleurs, etc. ainsi qu'un niveau à bulles, pratique. Vous aurez aussi la possibilité d'ajouter vos propres LUT dans la mémoire de la caméra, permettant ainsi pour les utilisateurs avancés ou pour les streamers d'avoir une prévisualisation de ce à quoi ressemblera leur image finale ou dans le cas du stream d'avoir une meilleure qualité de traitement que si vous appliquiez un LUT du côté d'OBS. Et enfin, cette caméra disposera d'une intégration avec les mélangeurs ATEM Mini, que ce soit le Tolly affichant si la caméra est en prévisualisation ou en programme ou rien du tout, une synchronisation en timecode et le lancement des enregistrements. Et le truc qui fait bander, la possibilité de gérer les réglages de la caméra depuis le mélangeur. J'en ai parlé plus amplement dans mes présentations sur ces petits mélangeurs. Mais bien évidemment, tout n'est pas rose. Avec cette solution ont apparu des problèmes, notamment le fait qu'elle bouffe des batteries comme absolument personne. Il existe cependant un grip, mais avec le système de batterie intégré, vous n'arriverez pas à tirer plus de 45 minutes de tournage. La sortie casque a une latence d'une demi-seconde, ce qui la rend totalement inutilisable pour de l'écoute en temps réel. Ça va juste être de l'écoute de vérif, rien de plus. Le SSD sans disque qui m'a été fourni dans le kit et qui enregistre actuellement cette vidéo est absolument à chier. Malgré le fait qu'il ait été formaté en UXFAT tant du côté de la caméra que du côté d'un PC, Windows n'arrive absolument pas à le lire. Et côté post-production, il est lent comme personne et en plus il se déconnecte tout seul. Et c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs câbles. Déjà que j'aimais pas sans disque, ça risque pas d'améliorer notre relation. Également, la dernière version un peu déplaisante, c'est le temps de mise à jour de cette caméra qui se fait via le logiciel Camera Control connecté en USB Type C à votre PC. Comptez une bonne demi-heure de mise à jour. Donc si jamais vous avez un tournage de prévu, c'est pas le moment de faire la mage. Et pour conclure sur ces petites notes supplémentaires, dans la configuration qui m'a été confiée, j'ai trouvé et perçu un manque général de caractère que je mets tant du côté de l'objectif que de la caméra. Il y a un manque de profondeur de champ de par le fait que c'est un capteur micro 4 tiers. Je suis habitué à plus grand avec le Super 35 et également au fait que c'est un objectif qui ouvre à f2.8 alors que moi je suis habitué à mon petit f2. Mais bon, ça c'est du chipotage et je pense que ça aurait été facilement corrigible si j'avais utilisé un réducteur focal ou un objectif avec une ouverture supérieure. Nous voilà arrivés à la conclusion de cette vidéo qui a été relativement courte,
mais je pense que les plans parlent d'eux-mêmes. En effet, mes 5 dernières vidéos ont été tournées avec celle-ci, et je ne doute pas du fait que vous avez senti le passage de l'un à l'autre tout au long de cette vidéo. Je trouvais donc inutile de rallonger cette vidéo avec une liste de spécifications et caractéristiques. C'est une excellente caméra qui fait cependant pas le café, et si vous avez besoin de la fiche de spécification, vous la retrouverez en description de cette vidéo. Également, cette caméra étant sortie depuis maintenant 3 ans, je trouvais ça un peu inutile de rajouter ma pierre à l'édifice déjà bien construit des présentations de celle-ci. Rien que dans la sphère francophone, on en a 5 qui sont disponibles sur YouTube. J'espère donc que cet aperçu de l'envers du décor, cette comparaison pas du tout équilibrée et ce format différent vous aura plu. Je suis maintenant très conquis par une caméra comme celle-ci et l'intention de passer dessus dans un futur proche. Cependant, amoureux de la profondeur de champ et d'un système compact et ergonomique, j'ai dans le viseur la Pocket 6K Pro, sa grande sœur, annoncée en même temps que les Atem Mini Extreme en février 2021. Celle-ci dispose d'un corps plus trapu avec un capteur au format Super 35, 2 entrées XLR, un écran inclinable et l'intégration de filtre ND, et la possibilité de rajouter un viseur. Je dirais les 2 entrées XLR quoi. En tout cas, cette vidéo et cette comparaison est bien la preuve que le matériel importe. En effet, ce sont pour nous, créateurs de contenu multimédia, les outils d'accès à la création, et c'est donc eux qui définiront au final certaines délimitations de nos produits finis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, à donner vos avis, remarques et questions en commentaire, à rejoindre mon serveur Discord pour discuter, jouer, partager des bons moments et vous faire aider, à me suivre sur Twitch, je suis en stream les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30, à me suivre sur Twitter ou Facebook pour être informé des futures publications ou diffusions et de l'envers du décor, et pour les plus faux d'entre vous, à vous rendre sur mon YouTube de façon à faire un don direct pour soutenir la chaîne. En remerciant une dernière fois, avant de tout remettre dans les cartons, Blackmagic Design France et Yann Sellac pour la mise en relation et pour la confiance qu'ils m'ont portée tout au long de ce projet. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco. La perche est un peu loin, je suis un peu loin. Non, ça ne va pas. Toujours la bonne idée de déplacer la perche à un moment opportun comme celui-ci.